Robespierre à la tribune de la Convention le 3 décembre 1792. Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive. Un an plus tôt, il se prononçait contre sa mort. Robespierre a ajouté ceci lors de la procédure publique. La royauté est crime de lèse-humanité. Je demande que la Convention déclare Louis traître à la nation française, criminel contre l'humanité. Louis XVI était donc pour certains un traître de la nation, celui qui bafoue tout, ou presque tout. Thirion disait même que Louis XVI était une bête qu'il fallait exterminer au plus tôt. Pourtant, selon les textes de l'époque, Louis XVI ne devait pas être guillotiné en 1793. Ceci peut être prouvé historiquement, c'est l'objectif de cette vidéo, donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à booster la vidéo, nouvel outil YouTube, pour améliorer le référencement de la chaîne. Et si vous souhaitez davantage soutenir, vous pouvez devenir membre sur YouTube ou soutenir par ce lien Tipeee. Merci grandement d'avance. Le 10 décembre 1792, Louis Capet devait répondre à 33 chefs d'accusation. 2 d'entre eux sont extrêmement graves. Le fait le plus marquant, et donc l'un des plus grands reproches, reste sa fuite ratée à Varennes le 21 juin 1791, dont voici les récits. Le capitaine comte de Richcourt et le chevalier lieutenant de Bouillé, fils du général Bouillé, ont été chargés de préparer et de surveiller le relais de Varennes. Varennes ne devait être qu'une étape avant l'objectif Montmédy, connu pour être une bourgade soutenant la royauté et la légitimité de Louis XVI, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Des circonstances aggravantes, dont l'immobilisation de sa berline dans le bourg de Varennes et l'intervention du procureur de la ville, Sauce, accompagné d'un certain Drouet, ont joué un rôle crucial dans son arrestation. La famille royale souhaitait rejoindre les hommes de Rouergue en toute discrétion pour reformer le pouvoir du roi. Louis XVI et sa famille se sont vus obligés de descendre la berline, attendant le lendemain pour que Sauce puisse vérifier les passeports. D'après les récits officiels, il s'agit bel et bien d'une histoire de passeport douteux qui serait le déclencheur de la descente aux enfers de la famille royale. Les doutes concernant celle-ci se faisaient de plus en plus pressants. Louis XVI souhaitait ne plus attendre une minute de plus. L'inquiétude le gagnait peu à peu que les minutes s'égrenaient. Les bruits couraient de plus en plus dans la ville. C'est lorsqu'un certain Destèze, un homme d'une trentaine d'années, mari de la fille d'un officier de la bouche de la reine, et connaissant fort bien Louis XVI, entra dans la pièce. Il s'avança vers le roi et s'inclina. « Bonjour, sœur. » Il y eut un silence terrible. Puis le roi ouvrit les bras en embrassant Sauce, raconta l'historien André Castelot. Louis XVI aurait répondu « Oui, je suis votre roi. » Puis le tocsin sonna. Il a rameuté toute la rue de la Basse-Cour et des gardes nationaux des alentours. En réalité, c'est Romeuf qui apporta les papiers de leur arrestation et le roi se serait alors écrié devant cette trahison « Il n'y a plus de roi en France ». On peut imputer cette découverte directe à Drouet pour avoir reconnu lors d'une escale précédente, celle de Varennes, à Sainte-Ménéhould, le visage du roi. Les chevaux devaient être changés en ces mêmes lieux. Drouet prit alors son cheval, prévenir le procureur de la ville située à une vingtaine de kilomètres de Sainte-Ménéhould en devançant la berline du roi. On est bien loin de l'idée reçue d'une fameuse découverte grâce à une pièce de monnaie. En 1792, Drouet participera à la sentence capitale du roi en siégeant à la Convention parmi les montagnards. Ces derniers s'étaient alliés avec les Jacobins, réputés pour leur talent d'orateur, en tout cas bien plus que les Girondins. D'ailleurs, peut-on même parler de fuite ? En vérité, oui. La définition de l'Académie française de 1768 précisait « Il signifie figurément l'action par laquelle on se retire ou on s'éloigne d'une chose dangereuse ou qui peut déplaire. » Ici, il s'agissait surtout d'un déplacement stratégique pour reconquérir le pouvoir. Pour plus de sécurité, il aurait pu fuir à l'étranger, mais il ne l'a pas fait. Il souhaitait reconstruire sa base à Montmédy avec la protection du général Bouillé. Sa situation était alors fort compromise. Cet acte désespéré était aussi un acte d'amour envers sa famille qui souhaitait protéger jusqu'au bout. Car si l'on souhaite être juste historiquement, si Louis XVI a entrepris une fuite, que peut-on dire de De Gaulle ? Selon l'historien Jean-Christian Petit-Fils, Fersen et Louis de Bouillé auraient veillé à ce que Louis XVI, dans sa fuite de Varennes pour gagner Montmédy, ne prenne pas les Flandres autrichiennes car dans un décret constitutionnel de l'Assemblée du 28 mars 1791, lui avait interdit sous peine de déchéance de sortir de son royaume. Jean-Christian Petit-Fils déclare que le roi aurait pu s'enfuir à 3 reprises dans la maison de l'épicier Sauce à Varennes. Il ne l'a pas fait car il était père avant d'être roi. Souhaitant protéger sa famille, cela lui a causé sa perte. L'autre grande accusation concernerait son double jeu diplomatique. C'est peut-être l'une des plus grandes erreurs de Louis XVI, soutirer de l'aide de grandes puissances étrangères comme la Prusse ou l'Autriche avec la déclaration de Pillnitz. Son silence sera considéré comme un aveu de collaborer pour se sortir de cette situation délicate. Cette déclaration prévoyait une intervention militaire de ces mêmes puissances pour garantir l'équilibre de l'Europe. C'était aussi une question de famille puisque Léopold II, frère de Marie-Antoinette, régnait sur l'Autriche. Les puissances étrangères, à travers cette révolution française, craignaient la contagion. Cette convention était le moyen de protéger leurs arrières. Louis XVI, le 3 décembre 1791, écrivait au roi de Prusse
Malgré l'acceptation que j'ai faite de la nouvelle constitution, les factieux montrent ouvertement le projet de détruire entièrement les restes de la monarchie. Je viens de m'adresser à l'empereur, à l'impératrice de Russie, au roi d'Espagne et de Suède, appuyé d'une force armée, comme la meilleure manière pour arrêter ici les factieux, donner les moyens de rétablir un ordre des choses plus désirable et empêcher que le mal qui nous travaille puisse gagner les autres États de l'Europe. Voici le chef d'accusation de 1792. Acceptation tacite par le silence de la Convention de Pillnitz d'août 1791, prévoyant le retour de la monarchie absolue en France par intervention militaire des autres puissances européennes. Dans une lettre écrite de la main de Marie-Antoinette envoyée à son frère, celle-ci lui demande bien d'intervenir. Marie-Antoinette est le couple royal et le couple royal est Louis XVI. Même si pour beaucoup, Marie-Antoinette restait une Habsbourg de naissance, une maison rivale depuis des siècles. Mais la position de Louis XVI resta floue et peu compréhensible auprès du peuple. Pourquoi demeurer silencieux ou échanger secrètement avec les puissances étrangères, si ce n'est pour anéantir le peuple? Louis XVI aurait peut-être dû adopter une stratégie plus conquérante et claire comme cette réponse en 1792 à propos de la déclaration du duc de Brunswick, Charles-Guillaume Ferdinand, prévoyant des représailles au nom de Léopold II et Frédéric Guillaume si la famille royale française était maltraitée. Voilà la défense de Louis XVI dans une lettre à l'Assemblée. C'est écrit ne présente aucun des caractères qui pourraient en garantir l'authenticité. Il n'a été envoyé par aucun de mes ministres dans les diverses cours d'Allemagne qui avoisinent le plus nos frontières. Cependant, sa publicité me paraît exiger une nouvelle déclaration de mes sentiments et de mes principes. La France se voit menacée par une grande réunion de forces. Reconnaissons tout le besoin de nous réunir. La calomnie aura peine à croire à la tristesse de mon cœur, à la vue des dissensions qui existent et des malheurs qui se préparent. Mais ceux qui savent ce que valent à mes yeux le sang et la fortune du peuple, croiront à mes inquiétudes et à mes chagrins. Cette accumulation de la convention de Pillnitz plus celle du duc de Brunswick n'améliorait en rien la situation de Louis XVI. Probablement que cette clarification fut trop tardive. Sa tentative de dissoudre l'Assemblée nationale en 1789, qui donna lieu au serment de Jeu de Paume, ses relations, notamment avec le marquis de Bouillé, royaliste, conservateur et proche du roi, qui a conduit la répression militaire des mutins à Nancy en 1790, après un vote de l'Assemblée nationale le 16 août 1790, les multiples décrets décidés par le roi, son refus de signer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sa volonté immuable de respecter le serment de son sacre à Reims en 1775 en protégeant les prêtres réfractaires à la nouvelle constitution civile du clergé, sont d'autant d'autres raisons de son précipice accéléré. Louis XVI, dans une de ses lettres nommée la Déclaration du roi, adressée à tous les Français à sa sortie de Paris, expliqua que Louis XVI n'était pas contre l'idée d'une société nouvelle abolissant les trois ordres. Elle aurait été écrite aux Tuileries à la connaissance de l'Assemblée nationale. Dans les faits, il aurait critiqué ouvertement la société des amis de la Constitution, autrement dit les Jacobins, où selon lui les clubs dominent tout, s'arroche tout, notamment à cause des pamphlets calomniateurs et incendiaires qui tyranniseraient les esprits libres et qui s'acharneraient à renverser les derniers restes de la royauté. Louis XVI écrivit « Français, est-ce là que vous attendiez en voyant vos représentants à l'Assemblée nationale? Désirez-vous que l'anarchie et le despotisme des clubs remplacent le gouvernement monarchique sous lequel la nation a prospéré pendant 1400 ans ?» Et de conclure « Français, et vous, surtout Parisiens, revenez à votre roi. » Selon Jean-Christian Petit-Fils, Louis XVI n'était pas prêt à accepter notre futur système actuel, à savoir des mouvements politiques en parti. Il se voulait roi libéral, pas pour autant démocrate. Cette analyse est extrêmement précieuse et corrobore parfaitement cet autre responsable méconnu, les foules. Les foules ont joué un rôle décisif dans le basculement dans l'horreur, ce fameux effet boule de neige provoqué par la suggestion. Les foules ont perdu tous leurs repères dans cet immense carnage. L'individu, dans une foule, perd tout sens critique et sont animés par la violence, selon Gustave Le Bon. Les sans-culottes sont l'exemple parfait de cette contagion en une violence inouïe. Galvanisés par les pamphlets et discours diffamatoires envers leur roi, les sans-culottes ont consolidé cette contagion émotionnelle si propre à une foule. Gustave Le Bon parlait d'âme de foule. Les députés, une foule distincte des révolutionnaires, sentant la pression, ont été submergés par cette contagion émotionnelle, cédant alors à cette suggestibilité. Robespierre, Jacobin en sont des exemples puissants et concrets. Combien de députés ont-ils agi par suggestibilité, non par conviction personnelle? Tous les historiens s'accordent à dire qu'au départ, même pour Marat, il n'était pas question de tuer le roi. L'évincer du pouvoir, oui, pour former une monarchie constitutionnelle et réformer le pouvoir, mais la mort n'était pas envisageable. L'histoire ne donne pas toutes les clés au mécanisme humain. Les foules, d'un point de vue sociologique, ont contribué plus majoritairement à la guillotine que les chefs d'accusation de 1792. D'autant plus que tous les chefs d'accusation, dans leur grande majorité, établis en 1792, pouvaient être discutés. Mais la foule, elle, ne voulait plus.
Aucun texte de loi n'aurait pu arrêter ce déferlement de haine. Louis XVI déclarait dans la même lettre à l'Assemblée nationale du 3 août 1792, en réponse à la déclaration du duc de Brunswick, « Les dangers personnels ne sont rien auprès des malheurs publics. Et qu'est-ce que des dangers personnels pour un roi à qui on veut enlever l'amour du peuple? C'est là qu'est la véritable plaie de mon cœur. Un jour, peut-être, le peuple saura combien son bonheur m'est cher, combien il fut toujours et mon seul intérêt et mon premier besoin. Que de chagrin pourrait être effacé par la plus légère marque de son retour. Le bonheur, il ne le connaîtra plus. À la prison de la tour du Temple, où il sera enfermé et aura l'occasion de dire un dernier au revoir à sa famille avant d'être guillotiné le 21 janvier 1793. Tout comme le précisa Marie-Antoinette dans sa dernière lettre en guise de testament à la sœur de Louis XVI, Élisabeth, elle rejoindra son époux le 16 octobre 1793 en espérant qu'ils ne cherchent jamais à venger leur mort. Le procès de Louis XVI n'était pas réellement un procès ordinaire, ni un acte de justice authentique. Selon la Constitution de 1791, le roi ne pouvait faire l'objet d'une destitution que dans des conditions bien définies. Or, ce que l'on reprochait à Louis XVI n'entrait dans aucune. L'action de la justice était éteinte avec sa déchéance, il ne pouvait comparaître que pour des actes commis postérieurement en sa qualité de citoyen. Il n'y avait donc pas de texte sur lequel s'appuyer pour juger Louis XVI. La Convention n'a pas fait non plus de délibération à huis clos, ne respecta pas les droits de la défense. Et comme le résume parfaitement l'historien Jean-Christian Petit-Fils, elle était juge d'instruction, juré d'accusation et juge du fond. Alors que pensez-vous de son destin tragique? Est-ce que vous souhaitez peut-être que je parle de la République, par exemple à travers Pétain ou dans d'autres circonstances? En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao.